En fait, le vélo qu'on a chez Specialized, c'est une Formule 1, et c'est une Formule 1 qui est personnalisée pour nos athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, vu le process de fabrication et vu le concept, c'est un vélo qui peut, et même c'est même pas qui peut, il est totalement différent pour Finn et pour Loïc. On est arrivé à un moment où ils ont dit bon ok, nous on veut gagner comme vous, ça nous plaît de gagner avec vous et on veut gagner longtemps. Donc qu'est-ce que vous voulez? Et nous on va vous dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face. All-in, c'est les génies de la suspension, ils sont au top. Et eux, ils ont pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a souvent des marques qui créent un produit, ils n'arrivent pas trop à le vendre, ils font de la com, ils font de la compétition pour essayer de prouver que le produit n'est pas trop mal. Eux, c'est à l'envers. En gros, on fait un produit qui permet de gagner, et après, on voit si on est capable de le produire. De le produire et après de le vendre, parce que ça, c'est 2 étapes ultra compliquées. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours, de son expertise, écouter ses conseils et décrypter l'actualité. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo depuis toujours, et vous êtes en roue libre. Laurent Delorme est le gérant de Pure Agency, la structure derrière les teams officiels Specialized Gravity en descente, enduro, ainsi que le team Gen S. Il est l'homme qui a fait éclore puis exploser Loïc Bruni, le Français aux 6 titres de champion du monde de descente. Laurent est un homme qu'on voit peu, mais qui, par son rôle, a une influence majeure sur le sport, le matériel et les pilotes. Il a su s'entourer des meilleurs pour créer une structure qui s'apparente plus à une écurie de Formule 1 qu'une équipe cycliste. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Laurent a réussi à monter le team le plus titré à l'heure actuelle en Coupe du Monde, comment on réunit les ingrédients qui conduisent à la victoire, comment on gère une saison aussi intense, comment se créent et se gèrent les relations avec une marque aussi énorme que Specialized, comment est-ce qu'on repousse les limites du sport et comment est-ce qu'on continue à gagner, comment on gère des pilotes qui ont tous le même objectif, gagner, quelles sont les évolutions du matériel dans les 10 prochaines années, et bien plus encore. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à votre épisode d'En roue libre avec mon invité. Bon bien, bonjour Laurent Delorme, manager de Pure Agency, qui notamment gère les teams Specialized officiels en descente, enduro, e-bike. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, et aussi Gen S, le team de développement de Et Specialized. GNS, le team de développement, effectivement, qui est un gros morceau aussi. Bah écoute, bienvenue dans En roue libre, je suis ravi de te recevoir. Merci Antoine, merci de me recevoir. C'est un plaisir aussi de pouvoir échanger avec toi. Eh ben, plaisir partagé. Au risque de me répéter sur d'autres invités, je te suis depuis longtemps maintenant et j'ai vu pas mal de choses bouger, évoluer dans ta carrière que j'aimerais que tu me retraces un petit peu. Mais pour commencer, ouais, comment t'es arrivé à devenir, on va dire, à créer ce team qui aujourd'hui est le team officiel Specialized. Comment on en arrive là? C'est un concours de circonstances, des bonnes rencontres au bon moment et des bonnes personnes qui tendent la main, qui font confiance, qui laissent les opportunités se développer. Et c'est vrai qu'on en arrive au final à un emploi qui n'existe pas, en fait, à un métier qui n'existe pas vraiment. Je ne crois pas qu'il y ait de fac ou d'école de commerce ou quoi que ce soit pour apprendre à gérer ce type d'entreprise. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas mal de rencontres au cours de la scolarité, au cours des débuts professionnels, des choses comme ça, qui font que petit à petit, le projet se monte et on s'entoure de gens. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui passent. Mais même ceux qui passent, on garde contact avec. Et au final, c'est vrai qu'on arrive à un joli projet aujourd'hui. On rassemble pas mal de personnes compétentes et pas mal de compétences. Et c'est vraiment intéressant. C'est une jolie aventure. Ça c'est. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité t'inviter à participer à ce podcast, c'est une raison pour laquelle
qui est assez simple, c'est que tu es très, humble et les auditeurs ont pu l'entendre puisque mine de rien, tu as quand même contribué à faire en sorte que Loïc Bruni, entre autres, ait, 6 titres de champion du monde. Ouais. Et pour autant, c'est vrai qu'on t'entend peu et tu pas vraiment du genre à beaucoup communiquer, beaucoup parler et tout ça, donc c'est tout à ton honneur et c'est justement la raison pour laquelle moi ça m'intéresse aujourd'hui de t'entendre parce qu'on t'entend pas beaucoup et tu as fait des choses qui sont énormes. Tu as amené des pilotes qui sont aujourd'hui, bah, les meilleurs pilotes du monde, hein, très concrètement, et il y a cette relation avec Loïc dont on va parler aussi, mais c'est avant le team Specialized, c'était quoi? Il y avait quoi en fait? Avant, tu veux dire personnellement pour moi ou Ouais, ouais, avant? ouais. Enfin, c'est quoi les étapes? Tu nous as parlé un peu des gens, des pilotes, des choses comme ça, mais il y avait d'autres teams avant, Oui. enfin un autre team avant. Mmh. C'était quoi? Tu peux nous en parler un peu? En fait, avant, c'était un team, ce qu'on appelle factory, donc c'était, chez Specialized, ils géraient ça en interne. Donc, ils faisaient, appel à des compétences en interne. Donc on va dire toute la structure management, les mécaniciens, tout ce qui est autre que les athlètes, Mmh. était géré en direct par Specialized. Là, aujourd'hui, bon, même si nous, on n'est pas, on fait pas de promotion publique, en fait, de la structure, mais c'est vrai qu'on est sous-traitant. On travaille main dans la main avec les marques, on l'a fait avec Lapierre, avec Specialized, Mmh. mais on est sous-traitant, c'est-à-dire qu'on arrive avec un projet clé en main, et en gros, pour être vulgaire, parce que ça ne s'arrête pas là, mais le partenariat, on pourrait dire que c'est simplement une somme d'argent qui est investie par les marques et des vélos mis à disposition, et le reste, c'est nous qui nous en occupons. On s'occupe de tout, en fait, de A à Z. Donc, ça va de s'occuper de faire manger les athlètes, les déplacer, entretenir les véhicules, monter le stand, faire en sorte qu'ils soient entraînés, jusqu'à exploiter leurs résultats, faire l'activation média, le contenu média, les choses comme ça. Donc c'est un produit clé en main en fait qu'on propose, qu'on propose aux marques. Après, elles font beaucoup plus de choses que juste mettre de l'argent et des vélos, mais on pourrait le résumer à ça. OK. Bon résumé. Et avant Spé, tu avais monté un autre team? Ouais, en fait, c'est, pour faire rapide, mais moi j'ai Ouais. fait des études dans le sport, donc une fac de sport à Gap, où je rencontre pas mal de gens, des projets intéressants, je commence à nouer des liens avec des gens dans les Hautes-Alpes. Il y a un ami qui me permet de faire un stage en fait sur les YOS Winter Games, qui étaient un peu les X Games en fait Mmh. européens. Et donc je rencontre Thierry Auzé, directeur de l'office de Vars, office de tourisme de Vars. Thierry Auzé, super bonne personne, ambitieux, plein de bonnes idées. On fait ça, on fait l'année d'après Coupe du Monde de VTT à Vars. Pendant mes études en sciences du sport, j'ai aussi un petit projet pour m'occuper de faire des relations presse pour une équipe locale qui est le Team Hautes-Alpes en fait, avec Mehdi Conto, Sébastien Noble, Jérôme Souche. Et là, c'est des jeunes talents locaux des Hautes-Alpes qui sont aidés en fait par un budget départemental, régional, les OR, VARS qui investissent en fait pour aider ces jeunes-là. Et donc moi, je commence à m'occuper un petit peu de monter des dossiers, de faire des relations presse, quelque chose que en fait je ne savais pas du tout faire, mais par la passion, par l'envie, je commence à faire ça. Je continue à rencontrer des gens. J'arrive à lever un peu des fonds pour la Coupe du Monde, à trouver des sponsors et à trouver des investisseurs. Donc ça me donne, ça me fait envie en fait. Et je bascule en cinquième année en DESS d'économie à Grenoble. Et là, il fallait faire un stage de 6 mois. Et il y avait Christian Taillefer, qui est la légende, hein, le génialissime Christian. Et, euh, et Christian, ils étaient à Apt en fait. C'est l'époque où il avait lancé sa marque, ça commençait à bien marcher. Et donc, comme je faisais un peu de formation de droit, un peu de gestion, de l'économie de projet, des choses comme ça, je leur propose en fait ma candidature pour être stagiaire. Mais stagiaire, à l'époque, c'était stagiaire à zéro, quoi. C'est bonjour, est-ce que je peux vous aider?
Et sa femme me reçoit, Catherine, et elle me dit: «Beh, tu quoi comme compétence?» Alors je dis: «Bah, voilà, j'ai fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça». «OK, c'est bien, bah, viens». Et j'arrive chez Taillefer, je commence, chez eux. Ça allait de faire sortir le chien pour qu'il pisse jusqu'à l'inventaire, jusqu'à un peu mettre le nez dans des contrats parce que Christian, il sponsorisait des athlètes en BMX, il sponsorisait des athlètes en VTT. Donc mettre un peu le nez dans les contrats, on va pas dire les litiges, mais dans les tensions qu'il pouvait y avoir juridiques, les choses comme ça. Et ça me plaît énormément. Et je rencontre des gens, j'ai au téléphone des gens importants. On y reviendra, mais Altino Lourenço au téléphone, je me noue d'amitié par téléphone avec Altino. Et en fait, après les 6 mois, il décide de me garder. Donc je continue à travailler. Et puis la vie fait que ma femme part à Paris. Je la suis à Paris et cherche du travail à Paris. Très compliqué à Paris, je pense que j'envoie 80 CV, je reçois 3 réponses négatives, même si toutes les agences sont là-haut et tout ça. C'est vrai que j'avais pas le profil type du jeune étudiant qui peut rentrer dans des agences de com et tout ça. Et Altino, Laurenceau, qui fait le pari et qui me dit: Laurent, il y a une boîte qui s'appelle Quantum qui fait des vélos de grande surface et ils lancent leur marque chez les détaillants et ils ont besoin de quelqu'un comme toi. Et ce que je savais pas, je l'ai su qu'après, mais c'est que Altino, en fait, par derrière, lui, il appelle le patron de Quantum, Yves Amiel, et il dit à Yves: j'ai le jeune qu'il te faut, il est génial, c'est une pointure et tout, alors que on se connaissait que par téléphone, mais il a dû avoir un bon feeling. En tout cas, grâce à Altino, je rentre chez Quantum en fait pour m'occuper de Cubikes et au marketing et à la com. Et ça a été une aventure de 5 ans où pour moi, la com, c'était du marketing sportif, être présent sur le terrain, gagner des titres, faire de l'image avec du BMX et faire de l'image avec du VTT de descente. Donc c'est comme ça que le team Q-Bike se lance en fait chez Quantum, avec la confiance de Yves Amiel, qui a été un peu comme Christian Taillefer, un peu comme Altino. Ça a été un des premiers à me faire confiance, à dire bon ben tu crois à ce projet, on y va. Combien ça coûte? Ça coûte tant, t'es sûr de toi, allez on y va. Donc c'est ces gens-là en fait qui ont permis de faire en sorte que je puisse monter pas mon mais un premier projet sportif de haut niveau, de niveau Coupe du Monde. Avec, si je me souviens bien, Damien Spagnolo. Ouais, ouais, on a Ouais. commencé avec Vincent Bucciarelli, Rémi Casanova, Mmh. Audrey Le Corguillier. Puis après, c'était un peu plus BMX. Et puis après, on est parti sur plus VTT. Donc il y a eu ouais, Damien, Mick Pascal, Grégory Doucend, Julien Camellini, Cyril Lagneau. Euh, ouais, on a Emeline Rago. Donc Ouais, ouais, avec Cubex, on avait fait une jolie étape. Et puis on a eu Ben Caslow qui maintenant travaille dans les médias, qui est très très bon. sur Pink Bike. Ouais. Ouais, exactement. On a eu aussi Sam Flockhart qui a été un descendeur qui était champion d'Europe junior. Donc voilà, on a commencé à se déployer petit à petit, quoi, grâce à la confiance de Yves. Génial. Et c'est à la suite de cette aventure que tu as eu l'opportunité de développer le team, donc Lapierre? Alors, l'aventure Cuba, super belle aventure, une belle Mmh. aventure humaine, des gens vraiment de valeur, des belles rencontres, des liens forts, tu vois, avec Yves Amiel, je lui suis éternellement reconnaissant. Et c'est quelqu'un avec qui je suis content d'avoir gardé des liens. Et c'était dans le nord de la France, donc j'étais à Paris, travail à Valenciennes, donc c'était une vie de vagabond, on va dire, aller sur les coupes du monde de descente et tout ça. Et moi, je suis originaire du sud de la France, vers Avignon. Et mon papa, je perds mon papa, en fait, décès de mon papa. J'ai envie de redescendre dans le sud. Je propose à Yves, en fait, de lui faire sa communication à distance, de monter une petite structure et de lui faire sa communication, continuer de travailler à distance pour lui. Et à ce moment-là, Cyril avait déjà eu des contacts avec Gilles Lapierre. Et en fait, Gilles Lapierre apprend que enfin, les gens qui sont dans l'opérationnel pour ce team Cuba qui était déjà bien brillant en fait avec
on avait Sab, on avait Salomon. Cyril Lagneau, il était soutenu par Salomon. Et en fait, Cyril, il est passé de pilote après un manager chez Cubikes, mais il avait réussi à fidéliser Salomon. Donc, on avait déjà une équipe qui était assez intéressante sur le niveau international, avec des beaux partenaires. Et, et donc Gilles Lapierre, je ne sais pas comment, mais il est au courant du fait qu'on est en train de quitter Cubikes, pas en mauvais termes, mais qu'on est en train de sortir. Et il fait en sorte qu'on se rencontre et qu'on commence à échanger. Il y avait Amanda Bruck, je ne sais pas si tu te rappelles de Amanda, et Non? qui était au marketing chez Specialized. Ça a été une figure de chez Lapierre, hein. Chez Lapierre, il y a eu des gens très marquants, hein. Et donc Amanda qui prend le lead sur cette première négociation. Et on en arrive au fait que, ben, en fait, c'est où on peut prendre le relais, on va dire, on peut créer un team Lapierre de descente, ou alors je peux continuer à m'occuper de la communication pour Cubikes à distance. Et ça a été un choix difficile et je sais que pour Yves, ça a été dur, pour moi aussi. Mais je décide de ne pas prendre le projet, de ne pas suivre le projet Cubikes et de tenter l'aventure avec Gilles. Sur un contrat, je crois au début, c'était un 2+1, donc c'était un petit, on va dire. Pas un petit contrat, mais c'est un contrat pas sur une très longue durée. Et on lance la trame, le début du team Lapierre, Sab Salomon, avec Danny Hart, avec David Vasquez, avec Greg Doucen. Et voilà, avec des soutiens de Sab, de Salomon, c'était Jérôme Dessizier, Gino, voilà, et Gino qui, pareil, qui fait le pari, qui dit ben, on y va, maintenant c'est avec Lapierre, on continue à suivre et tout ça. Donc c'est comme ça en fait qu'on en arrive à travailler avec Gilles. Et Gilles, que j'ai reçu dans Roue Libre il y a quelques semaines, qui fait du coup la passerelle avec ce projet-là en disant bah, c'est pas compliqué, nous on voulait être champion du monde dans toutes les disciplines. Et donc, bah, il nous fallait un team de cross-country, un team de descente, une équipe sur route. Et donc, c'est là où toi, tu arrives. Mhm. Ouais, bah, il s'était entouré déjà de Nico Vouilloz. Bien sûr. Gilles c'est un des meilleurs pour bien s'entourer en fait. Gilles, je pense qu'il a, sans parler de moi, mais il sait, il connaît, il voit le potentiel des gens et il sait bien faire en sorte que les gens soient utilisés pour les compétences qu'ils ont. Et autour de lui, personne n'était parfait, mais par contre, il y avait plein de ultra compétents et il savait bien les laisser dans cette case-là et les laisser être poussés à la limite du possible. Donc, il était déjà avec Nico. Il y avait Manu Antonio, ingénieur brillant qui bossait aussi avec Gilles. Et nous, c'est vrai que Gilles, lui, c'est un des premiers qui m'a fait confiance et surtout qui m'a accompagné pas dans la folie des grandeurs, mais qui a su accompagner une ambition pas démesurée, mais une très très grande ambition. Et Gilles, il a su mettre les moyens humains, matériels, financiers pour soutenir. Et en fait, très rapidement, avec Gilles, ce que je disais, le problème que j'ai avec vous, parce que je le vous vois, le problème que j'ai avec vous, c'est qu'en fait, je peux pas dire, si on ne performe pas, il n'y a rien qu'on peut reprocher à la pierre. En fait, vous avez mis tout ce qu'on a demandé, vous l'avez mis en place. Et c'est pas arrivé de suite, c'est arrivé au bout de quelques années. Et c'est vrai que très rapidement, Gilles avait fait en sorte qu'en fait, on ait un microcosme ultra performant. Et donc, c'était à nous, en fait, de faire en sorte de réussir parce que ça aurait été malhonnête de dire il y a quelque chose qui ne va pas chez Lapierre. Chez Lapierre, ce qu'on nous a proposé, ça a été top, quoi. Et au final, Lolo bon, il y a eu des réussites avant Lolo, hein, mais Lolo qui devient champion du monde, c'était un peu la concrétisation de tous ces moyens mis en place et de tout ce rassemblement de compétences, quoi. Ok. Donc Lolo, donc Loïc Bruni, champion du monde. En quelques, je sais pas, quelques minutes, est-ce que tu peux nous dire, nous résumer le palmarès du team Lapierre avant qu'on enchaîne sur Spé? Lapierre, on a été champion du monde junior, vainqueur de la Coupe du Monde. On a eu des victoires individuelles en Coupe du Monde.
Loïc, champion du monde sur le vélo en Andorre. Donc en fait, si on regarde bien, un leader de la Coupe du Monde, si on regarde bien chez Lapierre, en fait, en descente, on peut cocher toutes les cases. Tout a été victoire individuelle, victoire de team, champion du monde, victoire de Coupe du Monde. Tout a été validé dans l'ère Lapierre. Excellent, beau Mm. score, beau Ouais. score. Si on passe maintenant sur Specialized, et si on revient à 2023, ça a été une saison quand même assez rocambolesque, mais avec plein de changements, plein de belles victoires, de beaux résultats. J'ai pas tout en tête. Tu peux nous refaire là ici un petit résumé juste de la saison 2023? 2023, c'est un peu la saison de la nouvelle ère. Bon, il y a eu un nouveau promoteur et un nouveau broadcaster, donc diffuseur. Donc ça, c'est la première chose. Mais au niveau de sportif, c'est aussi un peu la nouvelle ère. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la confrontation, mais on a aussi bien des pilotes d'expérience qui sont capables de gagner, comme Loïc, comme Loris, comme des athlètes solides actuellement. Et après, on a toute la nouvelle génération qui arrive et c'est pareil. Sur le talent, sur l'engagement, sur la folie, sur un run, ils sont capables de gagner aussi des Coupes du Monde. Donc nous, dans cette atmosphère-là, dans ce microcosme-là, en fait, aujourd'hui, chez Gravity, on a un peu tous les profils. C'est-à-dire qu'on a un athlète qui est champion du monde junior qui vient de passer élite, Jordan Williams, qui vient d'Angleterre. Et donc Jordan, lui, il a gagné la première Coupe du Monde à Lenzerheide. En élite, première course élite, il la gagne. Leader Bim. de la Coupe du Monde, direct. Donc voilà. Après, on a Finn, qui est un peu plus ancien. Finn, il est né en 99. Finn, lui, c'est la régularité. C'est un métronome. Donc pareil, Finn, pendant la saison, il a enchaîné les podiums. Leader de la Coupe du Monde. Donc en milieu de saison, c'était Finn qui était leader de la Coupe du Monde. Et à partir de le dernier tiers de la saison, ben, le patron, Loïc, qui lui prend le lead pareil de la Coupe du Monde, gagne une étape à Loudanvielle sur une superbe piste, une piste qui était toute neuve, mais qui a pu être roulée dans le gras avec beaucoup de pentes, beaucoup d'engagement. Loïc qui gagne, qui prend le lead du général de la Coupe du Monde et qui le garde quasiment jusqu'à la fin et puis qui termine qui gagne le général de la Coupe du Monde. Donc voilà un petit peu le déroulé de 23. Ouais, superbe saison. Et alors, évidemment, tout ça nécessite énormément de travail. Est-ce que tu peux nous parler de la structure? Combien de personnes tu emploies? Quels sont les types de profils? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la team? Le profil, il est assez large. En fait, aujourd'hui, on a des gens, des prestataires qui continuent à avoir une activité à côté et qui font de la prestation pour nous. Ça, c'est par exemple sur les profils type les physios, donc les kinés, masseurs, ostéo. Donc eux, souvent, ils ont des activités, ils s'occupent de sportifs de haut niveau à côté, tout ça, et ils viennent sur les courses avec nous. Donc ça va de prestat comme ça jusqu'à des employés qui sont permanents chez Pure Agency. Aujourd'hui, en gros, on va dire que Pure Agency, entre Gravity, GNS, les programmes Enduro, e-bike, qui sont managés par Mathieu Durand, mais pour lesquels aussi on est les responsables légaux et on a les budgets pour ça. On doit être à peu près 25-26 personnes. Et on a une base logistique, on en a même deux maintenant. On a des mécaniciens, chauffeurs de poids lourds, ostéo, réseaux sociaux, entraîneurs, des gens pour aider à la logistique. Voilà, c'est un panel vraiment assez large, c'est une petite entreprise, quoi, hein. C'est une petite entreprise avec tous les départements de A à Z, quoi. Alors, j'imagine que si tu as une structure comme celle-ci, c'est parce que tu l'as construite avec les années, aussi parce que tu as le soutien des partenaires, notamment des marques comme Specialized, donc c'est partenaire titre, hein. C'est la marque, enfin, tu es le team officiel pour cette marque-là. Est-ce que, alors, comment sont fixés les objectifs? C'est-à-dire, aujourd'hui, évidemment, l'objectif pour Loïc, c'est d'être champion du monde, on va dire, chaque année et vainqueur de la Coupe du Monde. Mais évidemment, il y a 3 pilotes, Mhm. plus le team GNS.
comment est-ce que qui fixe les objectifs? Comment est-ce qu'ils sont répartis et comment on gère justement le fait que chaque pilote, veut devenir, enfin se bat pour être le meilleur? En fait, ils se battent les uns contre les autres. Mmh. Comment on gère ça? Au niveau des objectifs, en fait, c'est simple. Par rapport à contractuellement, les accords qu'on a avec les marques, nous, on a un accord comme quoi on doit délivrer un support de qualité et world class level. Donc, nous, on doit faire en sorte d'apporter le meilleur soutien, le soutien de plus haut niveau pour nos athlètes. Après, les athlètes peuvent avoir des primes sur les résultats ou des objectifs euh, pour pouvoir activer des augmentations de prestations, des choses comme ça. Mais nous, contractuellement, on n'a pas d'objectif précis. Euh, Ils savent très bien en fait que on est sous-traitant. On veut, quoi qu'il en soit, on veut continuer à travailler. On a une soif de victoire qui est illimitée. Donc en fait, ils savent très bien qu'on va être tous les jours obsédé par la victoire et faire en sorte de pouvoir performer. Donc contractuellement, voilà, on doit donner un support de qualité. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure des bonnes personnes. Après, comment on fait pour gérer les athlètes qui ont le même objectif? La chance qu'on a, c'est qu'en fait, hormis en descente marathon, tu vois, en mass start, mais sinon, en fait, chacun a sa course à lui. C'est-à-dire que Finn et Loïc, ils vont pas pouvoir se rentrer dedans. Finn, il va faire son run, et 3 minutes après, Loïc, il va faire son run. 3 minutes avant, enfin bref, c'est pas en même temps au même endroit sur la même piste. Donc on a cette chance-là. Moi, ce que j'essaye de proposer, c'est en gros, euh, je les prends un petit peu comme des chefs cuistots, et moi, je fais en sorte qu'ils aient la meilleure cuisine et les meilleurs ingrédients. Mais les meilleurs ingrédients, c'est pas juste les ingrédients locaux, c'est tous les ingrédients possibles et inimaginables. Et après, eux, c'est des chefs. Ils vont avoir des assistants, c'est leur mécano, leur physio, leur entraîneur. Et après, ils vont prendre des ressources que moi, j'aurais mis à disposition. Et ils vont dire, bah, tiens, toi, fais ça avec ça. Toi, mon vélo, j'aimerais ça, donc mon mécano, fait ça. Toi, fais ça. Et de cette manière, je sais qu'en fait, je vais rester objectif et, et ils pourront jamais penser que dans l'équipe, il y a des préférences. Parce qu'en fait, ils ont accès tous aux mêmes ressources. C'est juste à eux de les utiliser. Et moi, je les force pas. Je force personne, en fait, à utiliser les ressources proposées. Je leur rappelle que les ressources sont là. Je leur rappelle qu'ils ont des gens autour d'eux qui peuvent les aider. Mais par contre, j'impose aucun process. Après, bien entendu, s'il y a quelqu'un qui se trompe, s'il y a quelqu'un qui va droit dans le mur, euh, on va pouvoir recadrer son entraînement, on va pouvoir recadrer son image sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des athlètes qui sont plutôt bons, plutôt sains, et on n'a pas ce problème-là. Aujourd'hui, nous, on fait du fine-tuning, tu vois, c'est vraiment des petits ajustements. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on arrive à gérer autant de stress. Et tu vois, là, à la finale de la Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne, Finn et Loïc, donc il y avait 4 pilotes qui pouvaient jouer le général de la Coupe du Monde. Sur les 4, il y en avait 2 qui étaient chez nous, Finn et Loïc. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait un autre Canadien. Donc c'était la France contre Canada. C'était Mmh. Loris et Loïc contre Finn et Jackson. Et ce qui est marrant, c'est que Loris était chez nous aussi, tu vois. Donc en gros, c'était les trois de la maison contre le jeune petit Canadien Goldstone. Au final, c'est lui qui gagne la course, mais il gagne pas le général. Donc ça veut dire qu'il a pas encore tout mis en place pour pouvoir être dominant sur un général. Mais ça va pas tarder. Donc toi, tu as mis en place, c'est également pour reprendre ce que disait Gilles, en gros, l'idée, c'est d'offrir à tes pilotes absolument tous les moyens possibles, imaginables, pour leur offrir les conditions optimales de performance, enfin, d'entraînement, entraînement, performance, succès, visibilité, concentration, etc. Et donc à chacun, donc la promesse, c'est donc de leur offrir ça à chacun sans interférence. On a vu sur de la MotoGP ou des écuries de Formule 1, des trucs comme ça, où effectivement il y avait peut-être pas un sentiment de préférence, mais en tout cas des gens qui étaient favorisés par rapport à d'autres. Donc là, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leader dans le team. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, eux, en MotoGP, par exemple, quand ils vont faire un châssis, la géométrie, elle est définie pour un des pilotes. Et souvent, je ne sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était la guéguerre Pedrosa Marquez Bien chez sûr. HRC.
Et il y en avait un qui disait, ouais, ben, la moto, elle est trop petite parce qu'elle avait été faite pour Pedrosa et donc Marquez avait galéré et vice-versa après. Nous, la Puis chance qu'on Rossi et a, Lorenzo, hein. C'est voilà, pareil. la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le vélo qu'on a chez Specialized, c'est une Formule 1, mais c'est une Formule 1 qui est personnalisée pour nos athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, vu le process de fabrication et vu le concept, c'est un vélo qui peut, et même c'est même pas qui peut, il est totalement différent pour Finn et pour Loïc. Aussi bien en termes de cinématique, en termes de fonctionnement, de ratio, mais surtout en termes de suspension, en termes de Finn et Loïc, leurs vélos ne sont pas du tout pareils, pas du tout réglés pareil, pas du tout le même type de technologie utilisée. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est arrivé à un tel degré de personnalisation qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de bon vélo et de mauvais vélo. Aujourd'hui, pour nous, pour gagner en Coupe du Monde, il faut le vélo qui convient à notre athlète. Et en fait, Specialized, ils l'ont compris. Ils avaient fait un châssis au début, quand on est arrivé, on avait le magnifique châssis là, en carbone, sidearm. C'était un superbe vélo. Et ils en étaient fiers, très fiers. On a gagné avec, Lolo, il a gagné avec. Il a gagné à Cairns dans sa première saison. Donc c'était un super vélo. On est passé sur une autre plateforme qui était standardisée aussi. Ça marchait pas comme nos athlètes voulaient. C'est-à-dire que c'était un très bon vélo, mais qui avait des limites en termes de personnalisation. Donc le vélo était excellent, mais on n'arrivait pas à le mettre exactement pour ce que voulait Loïc et pour ce que voulait Finn. Et donc ils ont dit, bon, mais on va prendre le problème à l'envers et on va dire, qu'est-ce que vous voulez comme type de réglage, comme plage de réglage, comme plage de développement potentiel. Et nous, on va faire quelque chose. Et ils sont arrivés avec ce projet fou. Et là, aujourd'hui, Finn et Loïc, ils ont exactement en fait ce qu'ils veulent. Ils ont exactement le feeling qu'ils veulent dans les pieds, le feeling qu'ils veulent dans les mains, la position qu'ils veulent. Et c'est ça, on l'a grâce à Specialized, grâce à Hollins, grâce à nos partenaires. Mais c'est vraiment un énorme plus. Et ce système d'emmancher collé avec des tubes carbone et des pièces CNC, chez Specialized, en fait, c'est fait tout en interne. Donc, ils font même les moules avec les outils CNC. Ils roulent les tubes en carbone eux-mêmes en Californie. Donc, en fait, on a un suivi et on a de la personnalisation illimitée. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, je pourrais prendre n'importe quel pilote avec ce type de procédé-là. Je sais que je lui ferai le meilleur vélo du monde. Enfin, surtout le meilleur vélo sur lequel il va se sentir le mieux et il pourra performer. C'est pour ça que nos pilotes marchent, en fait. Parce qu'en fait, nous, ce que je dis des fois, c'est limitant, mais le team, en fait, on peut que faire en sorte que le potentiel du pilote se développe comme prévu ou alors le gêner. Et donc, nous, chez Specialized et dans le team en ce moment, on arrive à exploiter le maximum du potentiel de nos pilotes. Et après, tu vois, certains pilotes, il y a des résultats en dents de scie dans des autres programmes et tout ça. C'est parce qu'en fait, autant la marque est bien, le vélo est bien, mais sauf que ça ne marche pas avec le pilote qu'ils ont pris. Et donc, en fait, tu as un pilote qui est censé être très fort, mais qui ne performe pas. Donc ça, c'est un peu la force qu'on a. Et j'imagine, parce que c'est vrai que tout le monde se regarde, j'imagine qu'on va aller de plus en plus vers cette démarche-là, à mon avis, pour les teams élites, les 15-20 meilleures équipes mondiaux. Je pense qu'on va tous en arriver là. Mais c'est vrai que là, on est assez précurseur sur la démarche, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui explique que la saison dernière, Finn ait utilisé justement ce proto et pas Loïc? Très simple. En fait, le prototype n'était pas disponible. En fait, on l'avait testé pendant l'hiver. On avait 2 châssis. Sur les châssis qu'on avait essayés, on avait direct aimé plein de choses. Et il y avait des petites choses à ajuster, des plages de réglage qu'il fallait créer, des choses comme ça. Donc le vélo, ça a été collecté, les informations, le temps d'avoir les outils et tout pour le faire. Ce vélo, il est arrivé en fait alors que la saison était déjà lancée. On a eu une plage de 6 semaines où c'était la plage d'introduction potentielle du vélo. Donc en fait, sur ces 6 semaines, ça se découpait, on va dire, en 3 semaines de tests et de validation et tout ça. Sauf que Loïc était blessé pendant ces 6 semaines. Donc Loïc, il a raté la plage en fait. Alors que Finn, il était en plein dedans. Finn, il a testé le vélo et avec Kevin, Joly, son mécano, ils ont dit non, mais là, on s'y retrouve. On connaît très bien le vélo qu'on avait, mais là, ce vélo-là, il apporte plein de nouvelles choses. Donc nous, on y va. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Finn, dès
le milieu de saison, il a pu rouler avec, et Loïc n'a pas roulé avec. Loïc, en plus, c'est un pilote pour qui il faut pas mal de temps pour s'habituer. Donc c'est vrai que quand on avait raté cette période où il était blessé, il se réathlétisait, il était en retour sur de l'entraînement lourd et tout ça. On pouvait plus intégrer le nouveau vélo. Donc en fait, Loïc a raté sa plage et Finn, il a sauté à pieds joints dedans et ça lui permet, j'imagine que c'est un des facteurs qui fait qu'il arrive à gagner à Mont-Saint-Anne l'année dernière avec un super run et même en abîmant l'antidéraillement et le plateau, il sort un run de fou et il fait gagner le vélo. C'est le premier qui a fait gagner ce vélo. Effectivement, le sponsor doit être content. Ouais, et puis le sponsor, on va dire que ça devient pour eux, c'est rentable en fait, c'est bien, mais c'est surtout tous les gens. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'étais un peu réducteur en disant voilà, les sponsors, ils donnent des vélos et de l'argent. Mais en fait, aujourd'hui, si on veut gagner, il faut que tout le monde soit à fond derrière les projets. Et depuis quelques années, quand on est arrivé chez Specialized, on était juste, voilà, on signe le champion du monde, ça peut être intéressant et pas plus. Et en fait, petit à petit, avec nous, on aime bien, quand je dis nous, tu vois, c'est les mécanos, les entraîneurs, tout ça. Mais tu vois, on a Jack Rour, que tu connais certainement. Et Jack, c'est un mécano, c'est un sorcier de la mécanique. C'est le savant fou un peu de la mécanique, des suspensions. Il est derrière plein de victoires en Coupe du Monde depuis 20-25 ans, derrière plein d'athlètes. Des fois, c'était public, des fois, ça l'était pas. Et Jack, c'est un jusque boutiste. Et tu vois, on a Kevin Joly qui est arrivé un peu plus tard dans le programme, mais qui devient pareil aussi. Des gens qui poussent le détail à fond. Et, euh, et Jack, il disait, mais le châssis, tu vois, qu'on avait en carbone, là, le Specialized, vélo magnifique qui marche très bien et tout ça, mais il y a tellement plein de choses à faire avec. Et donc, c'est lui, tu vois, comme nous on dit dans le sud, il pinaille. C'est, il est pénible, tu vois. C'est comme quand tu manges quelque chose de bon, et tu dis c'est bon, ouais, mais ça suffit pas, il faudrait rajouter ça, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Et Jack, il est tout le temps comme ça, il se contente pas de ce qu'il a. Et à force de faire remonter des infos, de recouper avec des temps, de recouper avec des chronos, de recouper avec la data et tout ça, ben, au bureau d'études à Morganil, ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Et ils voyaient qu'en fait, tout ce qu'on disait, ben, eux, quand ils le réétudiaient, ben, c'était vrai. Et des fois, il y avait des sensations euh, de Loïc ou de Finn, et hop, ils les voyaient en fait en graphique et ils nous posaient des chiffres dessus, ils nous expliquaient pourquoi. Et on a commencé à nouer un lien avec le bureau d'études à Morgany. Et en fait, ce lien, bah, il est devenu fusionnel, quoi. Et aujourd'hui, on est lié avec eux. On a toutes les semaines des meetings. On va très souvent à Morganhill, très souvent à Auburn où ils sont en train de développer un nouveau site. Ils ont aussi un site pour développer les pneus en Allemagne. Et en fait, tout ça fait que comme on a un lien très fort avec les R&D, eh ben, en fait, on arrive à développer exactement ce qu'il faut pour nos athlètes. Et ça fait on est inarrêtable, on va dire. Et en plus, ça se transmet directement sur les produits. C'est-à-dire que le pneu aujourd'hui avec lequel Finn, Loïc qui gagne, le Cannibal ou le Hillbilly, c'est le pneu que tu peux acheter. C'est-à-dire que tu vas dans le magasin, il est dans sa petite boîte, tu le prends. En plus, il est pas pour faire de pub, mais il est pas cher comparé aux autres. Tu le prends, tu le montes sur ton vélo. Et ben, tu as le même pneu, exactement le même que celui qui a gagné OG l'année dernière avec Loïc, qui a gagné en Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne. Loïc à Loudanviel, il roule avec les Hillbilly. C'est des pneus un peu intermédiaires. C'est les pneus de série que tu peux acheter. Donc pour la marque, c'est ultra rentable. Parce qu'en fait, en termes de com, ben, il y a de l'exposition. Mais en termes de produit, le produit, il est cohérent. Et sauf que ces produits-là, peut-être que l'utilisateur enduro, il ne va pas l'exploiter. Mais par contre, un utilisateur e-bike avec un vélo qui fait 20-22 kg, eh ben, autant il va mettre les mêmes contraintes que Loïc sur le pneu. Et donc ce pneu, il est très bon pour faire de l'e-bike. Et tu vois, il y a des concurrents qui roulent avec. Donc ça fait plaisir. Et, euh, et après, c'est vrai que nous, comme on est jusque boutiste, des fois on essaye des pneus de la concurrence ou des choses comme ça, on les trouve bien. Et des fois, il peut arriver que nos athlètes roulent avec. C'est vrai, mais parce qu'on sait qu'en fait, dans les tuyaux, on a des trucs qui arrivent et qui vont être aussi bien. Donc c'est pour ça qu'on se permet des fois, tu vois, je suis un petit peu là, les commentaires des fans et tout ça, parce que les fans, c'est la base, quoi. Il faut être sûr qu'ils soient contents.
Et des fois, ils disent: «Ouais, pourquoi vous avez pas roulé avec tel pneu, tel pneu?» Parce que, ils sont pas prêts encore et c'est pour ça qu'on roule pas avec, mais il faut être sûr qu'on bosse dessus et qu'on va faire en sorte que ça marche. Donc voilà, pour revenir à la rentabilité, pour le sponsor, il est content parce qu'on nous voit, on est sur le podium, on nous voit à la télé et en plus le produit, il est plus cohérent, il est mieux et ils peuvent s'en servir pour la série. Donc ça, c'est génial. Ouais. Enfin, ça me fait tiquer toujours quand tu me dis que le pneu avec lequel Loïc roule, c'est exactement le même pneu qui sort dans le commerce. Évidemment, tu testes des gommes, tu testes des Ouais. carcasses, tu testes des trucs, et que ce soit pour les pneus ou pour toute autre chose, est-ce qu'il est souhaitable d'avoir exactement le même pneu ou le même vélo que celui de Loïc, sachant que les contraintes ne sont pas les mêmes, que le pilotage n'est pas le même, enfin que la capacité à rouler vite est pas complètement la même. Enfin, c'est difficile de transposer en fait du matériel d'un pilote qui est 6 fois champion du monde à entre guillemets Monsieur Tout le Monde, parce que il va pas l'exploiter de la même manière. Non, en fait, c'est les athlètes, c'est les plus exigeants et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des athlètes qui sont, ils sont pas là juste pour gagner de l'argent, ils sont là pour gagner des courses. Et pour gagner des courses, il faut que tout aille. Et tu vois, ils font très attention à leur look, ils font très attention à l'image qu'ils donnent, ils font très attention aux produits. Et en fait, un pneu, par exemple, le pneu qui va convenir à Loïc et à Finn, bien entendu que moi, quand je vais le prendre, je vais pas lui mettre les mêmes contraintes. Mais comme je te dis, avec tous les retours qu'il y a eu, si le chef produit il dit bon ben d'accord, la contrainte elle est trop extrême, la demande en termes de performance elle est trop extrême par rapport à la demande du team de descente, mais que avec tous les retours qu'on a fait, les acquisitions, les chiffres, les comparatifs, il a plus de savoir. Grâce à ce savoir, en fait, il va pouvoir en fait faire un vélo ou un pneu, au lieu de faire un pneu ultra extrême, il va pouvoir le décliner et le faire un peu moins extrême. Là, il s'avère que les pneus, ils conviennent très bien, comme je te disais, pour les e-bikes. Parce qu'en fait, en descente et en e-bike, avec le surpoids de l'e-bike, ça fait à peu près la même contrainte qu'un descendeur de meilleur niveau mondial. Donc, ils ont transposé, c'est exactement le même. Mais après, l'avantage qu'il y a, c'est que vu qu'ils vont acquérir du savoir-faire et avoir plus de retours plus souvent, puisque nous, on est tous les jours sur les vélos quasiment, donc ils ont plus de retours, ben, ils savent après. Ils savent réajuster. Et après, bien entendu, que Specialized, le pneu, ils l'ont fait tester à Loïc Bruni. Loïc est film, il gagne avec. Mais après, ils vont l'envoyer à des pilotes ambassadeurs, des pilotes testeurs qu'ils ont. Et après, ils vont l'envoyer à des marchés, parce que dans les marchés, il y a des spécialistes de chaque discipline qui vont pouvoir donner leur avis. Et après, ils combinent tout ça, ils sortent le produit. Mais en tout cas, grâce à nous, même si le produit final est peut-être trop extrême, ben après, ils vont avoir tellement de connaissances qu'ils vont pouvoir décliner vers une utilisation standard. Donc là, c'est ce qui va certainement se passer sur des cinématiques, tu vois, qu'on a développées, sur du travail d'anti-squat, anti-rise, tu vois, sur de l'efficacité au freinage, sur plein de choses comme ça. Donc, ça me fait pas peur d'embêter le bureau d'études pour que leurs produits répondent aux contraintes de Loïc, parce que je sais qu'après, ils arriveront à décliner si besoin pour Monsieur Tout le Monde. Ok. Et d'ailleurs, Jack, que j'ai eu au téléphone, me disait que cette relation avec le bureau d'études, c'est quelque chose qui prend évidemment du temps à construire. Mm. Parce qu'au début, ils te disent derrière leur ordi, non mais voilà, les contraintes, nous on a identifié que c'est ça qui marchait. Toi, tu fais ton test terrain et tu leur dis, bah non, en fait, nous on a d'autres ressentis. Comment ça s'est justement développé et d'une manière générale, pas que avec Spé, mais aussi avec les gens chez Hollins, qui sont également très très pointus, mais comment est-ce que vous avez collectivement réussi à trouver cet équilibre entre les ingénieurs qui planchent sur des concepts innovants, des recherches en ingénierie, etc. Donc ils te proposent des choses auxquelles ils croient. Et comment est-ce que toi, en face, tu leur dis ça marche pas, et comment vous avez réussi à trouver cet équilibre pour avoir une bonne collaboration qui soit dans laquelle vous entendez et vous avancez dans la même direction, on va dire. Ça tient aux personnes. Là. Gino Décisier, là, j'en parlais de chez Salomon, il disait tout le temps business is people. Donc en fait, ça tient aux gens, en fait, ça tient aux personnes. Et c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé chez Specialized, qui est une boîte
une très très belle société qui marche bien. Ils font des vélos magnifiques, ils ont un savoir-faire. Aujourd'hui, quelle légitimité on a à dire que leur vélo il est bien ou pas bien? On n'est pas légitime. Tu vois, on n'a pas le droit. Je veux dire, ils ont gagné avant nous et ils vont continuer à gagner après nous. Donc en fait, on n'a pas le droit d'arriver et de dire que le vélo est pas bon. Par contre, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé leurs produits et on les a comparés. Comparés aux autres, comparés sur différents terrains. On a collecté de l'information. Le but, c'était de collecter de l'information subjective, le retour des pilotes, beaucoup d'informations objectives aussi, du timing, de la data. Et grâce à ça, en fait, on a constitué en fait toute une base de données. Et en fait, petit à petit, chaque fois qu'on demandait quelque chose, on essayait de l'argumenter avec des chiffres. Et c'est vrai qu'au début, ben, on n'est pas légitime, on connaît pas bien les gens, ils savent pas pourquoi on demande ça. Donc en fait, ils le considèrent ou pas, tu vois, mais ils sont pas obligés en fait de nous écouter. Et en fait, avec le temps, avec la légitimité, avec les liens qui se nouent, en fait, au début chez Specialized, j'ai eu pas mal de sports marketing managers. Donc moi, c'est les gens à qui je reporte chez les marques. Sports marketing managers, c'est les gens qui ont les budgets pour les investir sur les teams, pour investir sur les programmes sportifs. Et au début, il y avait beaucoup de turnover quand on est arrivé. Donc, c'était assez dur de créer un lien. Et puis, il y en a un qui est arrivé qui s'appelle Todd Canatelli, qui depuis est parti et puis il vient de revenir chez Specialized. Et Todd Canatelli, lui, c'était quelqu'un qui travaillait sur l'humain. Et c'est vrai qu'au niveau culturel, États-Unis, Europe, c'est pas pareil. États-Unis, France, c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que les relations, nous, en tant que Français, des fois, on est trop honnête. Et ça passe très mal auprès des Américains. Et en fait, on est honnête, mais pas pour blesser, on est honnête parce que pour nous, c'est la manière d'avancer. Et pour eux, ça marche pas comme ça. En fait, quand ça va pas, on dit rien, quand ça va, on le dit. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître. Et Todd Canatelli, il a compris qu'en fait, on était des latins, qu'on était comme ça, qu'on parlait et qu'on poussait tout le temps le développement et tout ça. Et Todd, il a fait en sorte que le bureau d'études nous reçoive. Et on y allait une fois, deux fois, trois fois. Et les liens se sont noués. Ils ont commencé à nous écouter. Et en fait, le but, nous, c'était pas de dire le vélo, il est bien ou il est pas bien, parce que leurs vélos, ils sont bien. Aujourd'hui, les bureaux d'études des marques et vraiment chez Specialized, ils savent faire des bons vélos, il n'y a pas de problème. Mais par contre, faire en sorte qu'on puisse les personnaliser pour que ça convienne à nos athlètes, ça, c'est une autre chose. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus petit à petit. Et ils ont commencé à nous écouter, à commencer à récolter les infos. Et puis, il y avait des choses où on disait, ouais, nous, attention, ça, on pense que c'est un peu faible et tout ça. Et hop, ça recoupait des infos qu'ils avaient des SAV, par exemple. Ou alors de certains athlètes avec qui ils travaillaient depuis longtemps. Et ça se recoupait. Et donc, petit à petit, grâce aux liens humains, aussi au côté objectif, aux chiffres, aux data et tout ça, ils ont commencé à nous écouter et à accepter le fait que les vélos, ils pouvaient être très bien pour Monsieur Tout-le-Monde, mais peut-être pas bien pour Loïc Bruni parce que pas assez personnalisable. Et donc, on en est arrivé là. On est arrivé à un moment où ils ont dit, bon, ben ok, nous, on veut gagner comme vous. Ça nous plaît de gagner avec vous et on veut gagner longtemps. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et nous, on va vous dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face. Et ça s'est créé comme ça, tu vois. Ça s'est fait en année 3 à peu près du partenariat. Là, on est en train de terminer notre 8e année. On avait fait 8 ans avec La Pierre. On est en train de terminer la 8e année avec Specialized. On parle du futur avec eux, donc c'est intéressant. Mais voilà, en année 3, ils ont dit, bon ben voilà, on met tout à plat, on voit ce qu'on peut faire ensemble et on voit comment on peut répondre à vos attentes. Et alors c'est super intéressant, mais en même temps tu me parles pas tu me parles de data, tu me parles de subjectivité et tout, mais à un moment, quand est-ce que tu leur dis, si jamais tu le fais, non mais attendez les gars, enfin Loïc il est champion du monde quoi. Enfin, est-ce que c'est une évaluation, une métrique ou enfin est-ce que c'est une donnée que les gens de chez Specialized considèrent de manière sérieuse en disant attends il est champion du monde quand même, on va peut-être l'écouter. Ou est-ce que tu dois te baser sur autre chose? Est-ce que ça suffit d'être champion du monde pour dire à Specialized bah fais-moi un vélo comme ça? Moi, je ne leur rappelle pas. En fait, ils sont grands et le week-end, quand ils sont pas avec nous sur les courses, ils sont devant la télé ou devant l'ordinateur. Donc, ils le voient très bien. Ils ont envie de briller. Je veux dire, s'ils investissent des millions pour le développement, pour développer des produits, pour mettre des gens à disposition, des ingénieurs, faire des moules, faire des produits, c'est qu'ils ont envie de gagner. Donc, en fait,
leur rappeler que nos athlètes ils sont au top niveau, ils le savent, ils le voient tous les week-ends. On en a tout le temps un sur le podium. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Après, les leviers, moi, ce que je veux, c'est qu'ils ont des connaissances que des fois on n'a pas, nous. Souvent, on n'a pas, nous. Et en fait, il faut juste qu'ils acceptent de les partager parce que nous, on est prestataires. Ils ne sont pas obligés en fait, de nous partager des données confidentielles. Ils ne sont pas obligés de nous partager leur stratégie de développement produit, ce qu'il y a dans les tuyaux pour les 5, 8 prochaines années, tout ça. Et donc ça peut se faire qu'avec le temps. Et aussi, quand on leur fait des feedbacks, eh ben, le ressenti même du champion du monde, c'est bien de le recouper avec des chiffres. Parce qu'au moins, ils peuvent se donner, ils peuvent avoir des données objectives qu'ils peuvent reproduire. Et tu vois, la question précédente, tu me parlais de Hollins. Hollins, c'est l'exemple pur et dur. C'est-à-dire que Hollins, dès le début, Hollins, c'est les génies de la suspension. Il y a pas, mais franchement, ils sont au top. Et eux, ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on a souvent des marques qui créent un produit, ils n'arrivent pas trop à le vendre, ils font de la com, et ils font de la compétition pour essayer de prouver que le produit n'est pas trop mal. Eux, c'est à l'envers. En gros, on fait un produit qui permet de gagner, et après, on voit si on est capable de le produire. Et C'est de une le vendre. démarche de produire et après de le vendre, parce que ça, c'est deux étapes ultra Oui. compliquées. Et donc, eux, ils prennent les problèmes à l'envers, mais en fait, au tout début, ils nous ont donné des suspensions. Ils avaient des convictions, ils ont des connaissances. Ils travaillent en Formule 1, en MotoGP, Dakar, ils ont tout gagné aussi. Et bien, ils nous ont donné des suspensions en disant voilà, vous devriez aller vers tel axe de développement. Et au final, on est parti comme ça. Mais ils nous ont jamais dit non, non, non. En fait, eux, ce qu'ils voulaient juste, c'est que ça aille plus vite et que nos pilotes aillent plus vite. Donc, ils nous ont accompagnés là-dedans. Donc, en fait, ils nous disent d'aller là. Nous, on essaye et puis en fait, ça va comme ça. Après, ils remettent leurs connaissances dans la mouvance qu'on est en train de prendre. Et donc, au final, au lieu d'aller là, ben, on revient un peu au centre. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde met sa pierre à l'édifice. Et au final, tout le monde pousse les autres. Et les autres poussent tout le monde. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Tout le monde met ses compétences, tout le monde met ses savoirs, tout le monde recoupe les informations. Et ça, on l'a aussi parce qu'on a vraiment une super bonne communication. Avec Olin, c'est pareil. Jack, il va souvent en Suède, il échange. Jack, il faut savoir que c'est une personne qui n'a pas fait des études très longues, mais par contre, c'est une personne qui a un savoir euh, largement supérieur à des ingénieurs. Et Jack, aujourd'hui, chez Olins, il est dans des projets ultra confidentiels sur des choses qui sont du développement, pas fondamental, mais du développement de ce que sera la suspension et la mobilité dans 10 ans. Donc c'est des choses géniales, tu vois. C'est Jack ultra spécialiste dans son domaine. Ils l'ont pas pris pour son CV. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui par rapport à son CV. J'ai travaillé avec lui par ses compétences. Et tu vois, les marques, elles nous font confiance par rapport aussi à ses compétences. Donc, c'est comme ça aussi que tu gagnes ta légitimité. C'est avec le temps, sur le terrain. Quand tu dis que ça va être blanc, ben, souvent c'est blanc. Quand tu dis que ça va être gris, souvent c'est gris. Et les choses se vérifient petit à petit. Et c'est comme ça qu'on te fait confiance. Et ça va dans l'autre sens. Quand les marques, elles nous disent attention, là, vous êtes en train d'atteindre les limites de développement produit, vous êtes en train d'atteindre les limites de développement ou de résistance des matériaux, très souvent, ils ont raison. On casse des choses. Quoi. Donc, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est sur la suspension, sur Rollins et sur Jack même, il y a des je pourrais faire des épisodes complets d'ailleurs. Je disais que je ferais bien un épisode avec Jack puisqu'il est absolument passionnant en termes de mécanique, de choses sur toutes les choses qu'on voit sur les vélos. Il les a analysées, toutes les innovations qu'on peut voir, qu'on a vu cette année, les points de pivot hauts, les étriers flottants, tout ça, lui, je lui ai posé quelques questions, il avait des réponses très très précises par rapport à ça et c'est absolument passionnant. Donc je pense que je ferai un épisode de podcast avec lui. Ouais, Enfin, c'est pas une je bonne pense, chose. je vais. C'est une très bonne. Et effectivement, sur des gens comme Hollins, c'est une démarche qu'on n'avait pas vue souvent puisque on a vu une fourche arriver, boum, tiens, des stickers Hollins dessus.
Ah, mais du coup, vous la vendez la fourche? Non, non, pas du tout. Non, non, on fait juste de la recherche et développement. Non, mais attendez, vous êtes des fous. Enfin, quand est-ce qu'on l'achète? Non, 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 elle est pas à vendre, quoi. Et vous avez donc c'est du matériel donc que vous avez vous développé avec Collins. Vous étiez les seuls à le faire, hein? Enfin, si je Ouais. comprends bien. Ouais. Ouais, ouais. Les accords qu'on avait avec la Suède, c'était ça. Il y avait un partenariat industriel Specialized Olins et il y avait un accord d'exclusivité sur l'équipe Gravity. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on est parti du niveau -1 avec eux et pour en arriver aujourd'hui à quelque chose qui est vraiment performant. Alors, je déchiffre pour ceux qui, pour, pour ceux qui écoutent ou pour ceux qui ne connaissent pas très très bien Laurent ou qui l'auraient pas cerné. Quand Laurent dit très très performant avec son petit sourire modeste, c'est que c'est vraiment enfin, est-ce qu'on peut parler de révolution en termes de suspension à ce niveau-là, Laurent? Déjà, ils ont un produit qui est fiable, Hmm. qui est efficace. Quand tu fais un clic, tu le sens. C'est un produit qui est cohérent. C'est pas un produit qui est bling bling. C'est un produit qui est un joli produit où il y a des belles pièces à l'intérieur. C'est quelque chose d'efficace à la base. En plus de ça, ils amènent toutes leurs connaissances et leur savoir-faire. Ils travaillent dans le domaine automobile, ils travaillent dans le sport mécanique. Ils fournissent des marques en automobile sur c'est eux qui étaient à l'origine des valves intelligentes sur les amortisseurs des voitures, les voitures qui se règlent toutes seules ou quand tu te mets en mode sport, souvent c'est des valves au litre. Et, euh, donc, sur un produit qui est bien né, qui est de bonne qualité, en plus, ils sont en train d'essayer d'implémenter tout un écosystème qui va faire que le produit va être personnalisable à l'infini. Donc, ils sont arrivés, ils étaient très humbles. Je me rappelle, les premiers tests de la fourche, hein, ça s'est fait à Val d'Isole. On a testé la fourche et il y avait d'autres athlètes qui étaient restés, d'autres marques. Il y avait Greg Minard, euh, Greg avec qui on avait failli travailler, qui avait failli signer la pierre quand il renégociait son contrat Santa. Et Greg, il vient nous voir, il se met à ricaner, parce qu'il est très sur l'esbrouf et tout ça. Et il dit, ouais, vous allez aller où avec votre fourche de Fort Cross? Et donc, les techniciens d'Olins lui disent, non, c'est une fourche de descente et tu verras, c'est pas une fourche de Fort Cross. On a envie de développer quelque chose qui va faire en sorte que l'équipe puisse gagner. Donc voilà, on est là pour collecter des feedbacks, des retours des athlètes, et puis on va travailler dur pour arriver avec un produit qui fonctionne. Et au final, je pense que Greg, il doit regretter des fois d'avoir dit ça parce que je sais pas si. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il doit regretter. Ouais. Si c'est intéressant pour les passionnés de venir sur les paddocks et de voir ce qui se passe au niveau des suspensions. Mais je pense qu'Olins a trouvé la bonne recette. C'est une approche qui est très humble, un produit qui est très bon. Et en plus, ils sont en train, je te dis, d'arriver avec un écosystème qui est génial et sur lequel on ne peut pas trop parler. Mais cet écosystème va faire en sorte que, à mon avis, ils seront acteurs de la mobilité sans problème et ils feront partie des gens qui vont durer. Et alors, j'ai aussi le sentiment, en recoupant un peu toutes les infos entre ce que disait Gilles Lapierre, à savoir que l'objectif c'était d'avoir tous les meilleurs ingrédients, ce que tu as confirmé ensuite, et l'expertise aussi de Jack, puisque, enfin, je le rappelle, mais tu vas nous rappeler deux, trois trucs aussi, mais Jack était l'un des seuls, après Olivier Bossard et Nico Vouilloz, à utiliser la télémétrie. Donc la télémétrie, c'est les mesures de suspension embarquées sur le vélo, qui permettent d'analyser très concrètement l'action des suspensions pour pouvoir mieux les régler. Et donc, mais à l'époque où vous avez commencé à bosser avec Collins, Jack était l'un des seuls à faire ça. Enfin, peut-être qu'il commençait à y avoir d'autres personnes qui s'intéressaient à la télémétrie, mais au niveau de l'expertise de Jack, il n'y avait personne. Ce qu'il y a, c'est que Jack, en fait, ça a été le seul à accepter
de travailler avec la contrainte de l'acquisition de données. Nous, c'est pas de la télémétrie. En fait, la télémétrie, c'est Oui, pardon. acquisition et transmission en direct. Effectivement, ouais. Acquisition de données, c'est enregistrer tout ce qui se passe et après, quand il arrive, on le récupère. Sachant que nous, avec les règles UCI, on n'a pas le droit de transmettre en direct pour l'instant. Je comprends. Ça viendra, ça va venir très très vite. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit. Et en fait, travailler avec l'acquisition de données, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il te faut déjà le bon athlète, parce qu'il faut toujours passer au même endroit. Si tu veux comparer un run, et que ton athlète, une fois, il va sauter un caillou, une fois, il va passer sur la racine, une fois, il va passer dans la poussière, ton run, il va rien vouloir dire. En plus, c'est compliqué, c'est cher, il faut avoir des compétences, tu vois, pour l'adapter sur les vélos. L'acquisition de données, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais quand Jack il a commencé à travailler avec, c'était quelque chose qui arrivait du sport automobile, et donc c'était pas forcément adapté au vélo. Donc en fait, il a fait en sorte de tourner les pièces. Il faut savoir que Jack, pour te donner un peu le background, un peu d'où il vient, et son papa avait fait une moto de A à Z. Donc c'est pour te dire un peu la connaissance qu'il y avait dans cette famille, qui a toujours d'ailleurs. Et Jack, en fait, il baignait là-dedans. Jack, il est tombé là-dedans quand il était petit, tu vois. C'est Obélix de la mécanique et des projets fous. Et donc, Jack, lui, il a accepté. Il tournait les pièces, machin, les petits colliers pour tenir les potentiomètres linéaires, des choses comme ça. Et donc, Jack, de façon permanente, et de ce que je connais moi, de l'histoire du vélo que je connais, je pense que c'est le seul, oui, qui s'est mis cette contrainte-là. Après, c'est vrai que Nico travaillait avec Olivier Bossard là-dessus, et je sais qu'il travaillait dessus. Après, il y a peut-être des marques qui le faisaient pour les bureaux d'études et pour le développement des vélos, mais c'était plus confidentiel. Mais le faire aussi bien en test qu'en course, et autant aussi régulièrement, Jack a été un des acteurs majeurs dans ce domaine-là. C'est un précurseur. Donc, donc Hollins a trouvé un bon interlocuteur en la personne de Jack et un team comme le tien, comme le vôtre, avec les pilotes qui ont également cette expérience, cette sensibilité et cette capacité à développer des produits. Oui. Ouais, nous, on se considère. On a eu, tu vois, on a bien travaillé avec. J'ai jamais travaillé avec Suntour, mais tu vois, on a bien travaillé avec RockShox, avec Fox. C'était bien au moment auquel on a travaillé avec eux. Donc, ça correspondait aux attentes de nos athlètes et ça correspondait à ce que nous, on était capable aussi de demander à nos sponsors. Aujourd'hui, il n'y a que Hollins qui est capable de répondre à nos attentes. Et en fait, c'est du gagnant-gagnant avec eux. C'est pareil. C'est presque fou, mais aujourd'hui, comme on a été à l'origine un petit peu du développement de la fourche, de l'amortisseur, euh, en fait, on se considère un peu comme des gens d'Olins aussi, tu vois. Et les gens d'Olins comprendraient pas, tu vois. Enfin, on est lié à tout jamais avec eux, quoi. C'est tellement efficace, il y a des liens tellement forts que je comprendrais pas qu'on arrête de travailler ensemble. C'est c'est vraiment des liens forts, c'est génial, tu vois. Quand tu as le technicien, TJ, TJ qui est un grand costaud suédois que les gens doivent voir sur les paddocks s'ils ont la chance de venir sur les courses. Et TJ, tu vois, c'est un mec costaud, c'est un solide. Et quand tu as TJ qui arrive en pleurant, qui te prend dans les bras, bon, il te casse le dos parce qu'il te serre tellement fort que, que tu as le dos après qui est comme ça et il faut te refaire remettre droit. Mais quand tu as TJ qui pleure, et tu vois, il pleure pas parce que il va avoir une prime ou parce que la marque qui le paye a gagné. En fait, il pleure parce qu'il est content. Il est autant content que nous quand on gagne. C'est tellement bien en fait que voilà. Et c'est ça aussi pour le plus un de TJ, celui qui est au-dessus, Torkel. Et c'est ça aussi pour les gens au-dessus. Après, on a des problèmes de stratification. Gilles, il en a bien parlé dans son podcast avec les groupes et les investisseurs, les choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on reste dans la dimension et dans la strate des marques, tu vois, nous, quand j'ai travaillé avec La Pierre, je ne travaillais pas avec Axel Group, je travaillais avec Gilles. Et tu vois, toute la strate de Gilles et La Pierre, et là, toute la strate de Hollins, on va dire Torkel, le boss du développement, et en dessous. Chez Specialized, c'est pareil. Bon, là, chez Specialized, c'est encore différent, c'est Mike Signard, mais tout ce qui est sous Mike Signard, tous ces gens-là, en fait, j'ai l'impression qu'on a. En fait, ils sont.
ils sont picousés, ils sont mais adeptes de la compétition. Alors peut-être qu'on a, parce que on a les bonnes personnes, tu vois, Loïc, Finn, tu leur enlèves les apparats, la casquette Red Bull et machin, tu les mets dans un restaurant. La moitié des gens à la fin ils vont te dire, ben nous on les aime bien ces gars-là, on sait pas ce qu'ils font mais on les aime bien. Donc on a des bonnes personnes à la base qui font que en fait on a les bonnes personnes, des bonnes marques qui se passionnent pour le projet et puis au final ben, c'est des belles aventures. Donc c'est vraiment cool. Et avec Collins, ouais, on a vraiment une jolie aventure. C'est vraiment agréable. Excellent. Alors j'aimerais parler un peu alors, de l'actualité avant de parler de la suite. L'actualité, c'est pour revenir rapidement sur les changements qu'il y a eu cette année sur la Coupe du Monde, en fait, sur le sport. Est-ce que tu peux nous parler de ces changements et comment ça vous a impacté, vous, team, pilote, staff, et quel est ton ressenti perso là-dessus? Il y a eu un gros changement. En fait, avant, c'était notre sport, le mountain bike. Donc avant, c'était l'UCI qui était l'organe de régulation. Donc l'organe de régulation, c'est eux qui font les règles. Et c'est eux qui attribuent les titres. Et ils faisaient la promotion aussi. Donc la promotion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la définition du sport. Est-ce que le VTT de descente, c'est en montagne, en ville? Est-ce que c'est la nuit, le jour? Est-ce que c'est sur la neige? Des choses comme ça. Donc ça, c'est la promotion, la définition du sport. La réglementation, ils attribuent les titres. Et après, on avait un diffuseur qui était Red Bull Media House. Donc eux, ils faisaient du très bon travail. Ils diffusaient en fait les courses. Et en sous-marin, ils faisaient un peu de promotion. Donc c'est eux qui faisaient en sorte que le sport évolue, le sport devienne un peu plus élitiste, le produit télévisé soit un peu mieux. Donc eux, ils y gagnaient au niveau du broadcast, au niveau de la diffusion, ils y gagnaient. Ils fidélisaient leurs fans, ils avaient un joli produit. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait par l'UCI. Et au final, Red Bull a perdu la diffusion. Et en fait, c'est un nouveau groupe qui est rentré, qui est le groupe Warner Bros. Donc pour nous en Europe, c'est Eurosport, Eurosport Plus, GCN, GMBN, tous ces médias-là. Et en fait, ils n'ont pas seulement racheté la diffusion, ils ont aussi défini et ils ont négocié le fait d'être promoteur du sport. C'est-à-dire que l'UCI reste les régulateurs, donc c'est eux qui décernent les titres, c'est eux qui posent le règlement, mais tout le reste, c'est Warner Bros. Sachant que Warner Bros, c'est une énorme compagnie, énorme. Et donc en fait, Warner Bros, ils ont racheté la partie VTT par l'intermédiaire de ISO. ISO, c'est Chris Ball, qui est un ancien de l'UCI, qui est parti en fait créer sa petite boîte pour faire de l'enduro, parce que l'UCI ne voulait pas s'occuper d'enduro. C'est lui qui a créé les Enduro World Series, avec des soutiens locaux, avec des soutiens des gens des marques, de Fred Glo, Enrico, des gens comme ça. Et donc, il a créé les Enduro World Series. Et il avait créé sa société ISO. Et donc, en fait, Warner Bros. A fait appel à ISO pour reprendre la main sur l'organisation sportive en fait, des Coupes du Monde de VTT. Pour nous, ça a fait couler pas mal d'encre. Tout le monde a crié au loup, machin, c'est nul. Red Bull, c'est les meilleurs. Warner Bros, ils sont nuls. Ça va être payant. C'est pas bien. En France, on n'était pas pour le changement. Les Anglais n'étaient pas trop pour le changement. Au niveau global, c'était pas trop pour le changement non plus. Les gens sont très attachés. En fait, Red Bull avait fait un très bon travail sur le public core. Le public devant Red Bull TV, c'était un public qui restait très longtemps. En fait, ils ont fait des statistiques et le public vététiste restait plus longtemps à l'antenne qu'un public qui suit le football français, le soccer. Donc en fait, on était une très belle audience, très intéressant, et des gens passionnés qui ont un avis sur tout et tout ça. Donc ça a fait, si on regarde les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde était mécontent avant même de savoir ce que Warner Bros. Et ISO pouvaient délivrer. Au final, cette année, on peut dire ce qu'on veut, pour moi, le bilan, il est excellent. C'est-à-dire qu'ils ont fait au moins aussi bien que Red Bull TV en termes de diffusion. Les chiffres sont beaucoup mieux parce que la chance qu'on a, en fait, c'est que Warner Bros, ils ont de la plateforme digitale, donc comme Red Bull TV, c'est-à-dire une application par laquelle tu peux voir les courses. Donc ça, c'était sur GCN+. Donc ça, ils ont fait à peu près les mêmes chiffres que Red Bull TV. Il fallait s'y attendre. C'est un peu le même public. Sauf qu'en plus de ça, Warner Bros, c'est un énorme réseau de télé linéaire. Donc la télé, quand tu t'assois dans ton canapé, tu appuies et tu regardes la 1, la 2, la 3. Et la force qu'ils ont,
c'est qu'ils sont capables en fait de nous positionner sur, après, une étape de la Vuelta, après un match de Wimbledon, après ou avant un match, de Première Ligue et ça, Red Bull ne l'aurait jamais eu et ça, c'est l'énorme force de Warner Bros. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une exposition média qui est forcément meilleure que Red Bull. Puisque Red Bull, on avait atteint, je pense, le plafond de l'audience, de tout le public corps. On en a perdu un peu parce que l'application payante, maintenant, elle a fait qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu payer. Mais par contre, on s'ouvre à un public, qu'on va dire grand public, néophyte, qui est génial. Et ça, c'est bon pour le sport. Ça va pas forcément dénaturer notre sport, ça va offrir une audience. Et ce grand public, il va revenir avec des questions. Tu vois, nous aujourd'hui, par exemple, notre sport, on a une règle de protection. Donc, les 3 premières de la Coupe du Monde, par exemple, en 2023, ben, en 2024, ils sont protégés et ils font toutes les finales. Pour nous, c'est bien parce que ça sécurise l'investissement. Mais pour un néophyte, imagine, tu parles à un de tes proches qui n'est pas forcément dans le vélo, tu dis, regarde une Coupe du Monde. Il va te demander les qualifs, tout ça. Et puis les qualifs, il y en a un qui est tombé, mais il est quand même en finale. Pourquoi il est en finale? Ben parce qu'il est protégé, tu comprends. Mais pourquoi je comprends? Alors tu vois, il y a cette règle de 3, plus les 20 protégés flottants en demi-finale, plus les 10 protégés flottants. Donc tu vois, il y a des choses, la lisibilité de notre sport, elle n'est pas parfaite. Alors bien sûr qu'on va peut-être devoir réajuster des choses, bien sûr que les gens qui adorent le sport en l'état, ben, les changements, ça ne va pas leur plaire, mais moi je pense que c'est bien. Et ils ont délivré un produit qui est aussi bon que ce que faisait Red Bull, et je pense que ce potentiel d'audience grand public, eh ben, il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas dire que c'est madame, tu vois, madame Duchemol Mmh. devant sa télé qui attend pour acheter de la lessive. Non, c'est plein de monde intéressant. Tu vois, le manager du cross-country, de Specialized Cross-Country, euh, il y a eu Nové Mesto, une super belle course. Et en fait, Nové Mesto, ils l'ont placé juste après un gros événement majeur de sport. Et en fait, Nové Mesto, ça fait 9 millions d'audience. Donc en fait, Nové Mesto, ça fait à peu près comme avant sur Red Bull TV en digital, donc toujours moins d'un million. Et par contre, ça fait 9 millions en linéaire. 9 millions en linéaire. Le gars, il est rentré chez lui, Beno, le manager du cross-country, il est rentré chez lui, il est allé manger au restaurant le mardi. Le mardi, les gens, ils ont dit, ah mais oui, c'est vous qu'on a vu à la télé. Alors que le gars, il allait tout le temps manger au même restaurant. Il savait qu'il travaillait dans le vélo, mais pas vraiment ce qu'il faisait. Et bien là, dans le restaurant où il est allé, on l'a reconnu. Donc ça, on le fait pas pour la reconnaissance. On s'en fout de ça. Tu vois, les managers, tout ça, on le fait pas pour ça. Mais ça prouve que ça marche. Donc c'est pour ça. Je pense que le travail de Warner Bros. Et des équipes ISO, je pense qu'il est bon et qu'on peut s'attendre à plein de bonnes choses pour la suite. Ok, donc toi, tu es plutôt confiant pour la suite. Est-ce que... alors, pardon, j'enchaîne, mais Jérôme Clemens, que j'ai reçu il y a quelques jours, m'a, lui, pour le coup, formulé quelques inquiétudes par rapport à l'enduro. Alors, comme tu as les teams enduro aussi, et Mhm. est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as l'impression que le sport est moins visible, comme le disait Jérôme, ou au contraire, est-ce que c'est une année de mise en place et qu'est-ce qu'on va voir sur l'enduro? Non, le sport, il n'est pas du tout moins visible. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, maintenant, il y a des sports de comparaison. Avant, la Coupe du Monde, c'était sur Red Bull. Avant, l'enduro, c'était un peu sur Red Bull, parfois, machin. Et tu vois, en gros, on vivotait. Là, aujourd'hui, maintenant, la descente et le cross-country, ça a passé un tel cap que quand tu compares avec la visibilité de l'enduro, ben, tu te dis, ben, l'enduro, c'est nul. Mais non, l'enduro, c'est resté où c'était. Aujourd'hui, c'est la même problématique que le rallye. On peut pas avoir 30 hélicoptères qui tournent au-dessus des athlètes pour les filmer. Donc le sport enduro à filmer, ça marche en récap de 3, 6, 9 minutes, 32 minutes, mais c'est pas un sport en fait où tu vas pouvoir développer des médias, le filmer en direct et tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, l'enduro, il a ce problème-là, c'est qu'en fait, on le compare à la descente et le cross-country, qui a une visibilité qui est très simple. Le cross-country, c'est en trèfle, il y a plein de caméras. La descente, un point haut, un point bas, tu mets des caméras partout, tu vois tout. Celui qui va le plus vite, il gagne. Là, l'enduro, tout le monde roule en même temps. Donc en fait, voilà, parce qu'on le compare à la descente et au cross, on pense que l'enduro est moins bien. Pas du tout. L'enduro, c'est un très bon sport. C'est un sport qui est très intéressant. On peut pratiquer avec des vélos quasiment de série. Les athlètes sont des super beaux athlètes. Les athlètes qui gagnent en enduro sont des athlètes de haut niveau. Et moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ce sport si on lui demande pas de faire ce qu'il sait pas faire.
Si on demande à l'enduro d'avoir la visibilité de la descente, on se trompe et on va toujours arriver à un constat d'échec. Si on demande à l'enduro de faire en sorte que les gens puissent se rendre compte que les vélos marchent bien et qu'en plus ils puissent pratiquer, imaginons une course où tu vois des athlètes font une course de scie spéciale et le lendemain, tu as des invités en e-bike qui font le même tracé et qui se rendent compte de la difficulté, qui se rendent compte de la technologie des vélos qui est nécessaire pour permettre de rouler à 60 km/h dans des cailloux, c'est génial. Tu vois, si on le recoupe avec de la pratique, c'est un sport de pratique, l'enduro. Si on le recoupe avec de la pratique, on a tout gagné. Si on lui demande d'être visible et de briller comme la descente, on se trompe. C'est pour ça que moi, je crois à l'enduro. J'y crois. Imaginons, on a une semaine, un déroulé de semaine. Imaginons, on a une course d'enduro le mercredi. On a des invités, on a des passionnés, on a des clients, on a des testeurs qui viendraient le mercredi, ils regardent la course d'enduro. Le jeudi, ils font un petit tour de vélo avec les athlètes. Le vendredi, ils apprennent un peu la technologie et de ce qui se passe sur les marques et tout. Et puis le samedi, dimanche, ils mettent leur chemise blanche, ils prennent ou une bière ou une coupe de champagne et ils vont voir le grand show qui passe à la télé, qui est bien retransmis, où il y a de la data, où on a le rythme cardiaque, où on a les suspensions directes, où on a tout ce qui se passe, où on a des écuries, où on a de la débauche de moyens technologiques. Et là, le samedi, dimanche, eh ben, on fait ça parce que les sports ils s'y prêtent à ça et on fait briller notre discipline. Et là, on utilise comme il faut l'enduro et on lui demande pas d'être ce qu'il n'est pas, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ce développement-là, il peut se faire. Après, ouais, c'est vrai que le sport aujourd'hui, ça demande des moyens et tu vois, on a aussi beaucoup de gens qui ont peur par rapport à tu vois, le sport qui devient de plus en plus élitiste. Oui, mais bon, le sport, les gens, ils ont envie aussi d'un show qui va de plus en plus vite, qui est de mieux en mieux filmé, de plus en plus intéressant, ils veulent de mieux en mieux comprendre. Donc il faut que ça soit de plus en plus élitiste. C'est un fait, c'est même pas un choix, c'est un fait si on veut développer ce sport. Alors, on parle d'un sport qui est élitiste. Ça, je vais saisir cette passerelle pour parler d'accessibilité, Mm. puisque c'est un de tes grands sujets à toi, c'est d'amener, enfin pas d'amener, mais de détecter des nouveaux futurs athlètes et de les encourager. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et donc du team que tu as créé, enfin de la structure que tu as créée pour accompagner cette volonté? Oui. Aujourd'hui, voilà, si on a un sport élitiste, en fait, on n'a que les gens qui sont capables de gagner, mais il faut être conscient et il faut être soucieux, en fait, de la relève. Et là, aujourd'hui, la relève, elle a peur de plus pouvoir aller en Coupe du Monde parce que le sport deviendrait, on ne sait pas, hein, mais le sport deviendrait de plus en plus élitiste et a peur de plus pouvoir rouler. Mais aujourd'hui, la Coupe du Monde, ça reste une Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand tu es passionné de foot et même si tu es bon en foot, tu ne fais pas la Coupe du Monde. Aujourd'hui, si tu es bon en ski, que tu es même très bon en ski, tu ne fais pas la Coupe du Monde. Tu dois gagner des courses et tout ça. En VTT, on a trop vite été habitué à rouler en Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est pas grave de plus rouler en Coupe du Monde si, je dis bien si parce que c'est vraiment important, si on a des séries parallèles. Aujourd'hui, on a des séries parallèles, Coupe de France, on a des Crankworks, on a des IXS Cup, Rookies Cup, on a des super courses aussi en Angleterre et on a des super courses au Portugal. Donc, tant qu'on est sûr que cette série parallèle, elle est valorisée et qu'elle est existante et qu'il y a des moyens pour faire qu'elle soit pérenne, en fait, il faut aussi des athlètes qui aient le temps de se développer. Et on ne peut pas prendre des athlètes, et tu vois, Jackson Goldstone, Jordan Williams chez nous, qui gagne direct sa première course en élite, Loïc Bruni, qui quand il était junior faisait des podiums en élite, il faut s'en rappeler de ça, tu vois. Et, Loïc à Windham, il fait podium avec Aaron Gwyn, avec Jay Atherton, il était junior. Donc tu vois, on parle de précocité pour Jordan et pour Jackson, mais Lolo, il le faisait déjà, Samil le faisait, et Mm. plein d'autres. Avec Gracia, ils l'ont fait. Donc, il y a des précoces, mais on ne peut pas tous leur demander d'être autant précoces. Et il y a des talents qui se développent avec le temps. Et donc, nous, avec Specialized, on en a parlé, et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un vrai programme de développement avec une vraie écoute des attentes des jeunes. Et on a créé GenS, Génération Specialized,
qui est en fait une équipe internationale avec des athlètes bulgares, américains, anglais, français. Et ces talents-là, en fait, aujourd'hui, ils rentrent pas encore dans des cases. Parce que tu vois, par exemple, quand tu arrives chez Gravity, eh ben, tu dois être un spécialiste de la descente et tu dois être capable de faire des podiums en Coupe du Monde. Eh ben, moi, les athlètes qu'on a chez Giannes, ils sont peut-être pas capables aujourd'hui de faire ça, mais ils sont capables. On a le petit anglais, Harry Scofield, lui, il est capable de gagner une course de BMX Park. Tu vois, il est dans l'équipe nationale d'Angleterre de BMX Park. Il peut faire de la moto, il est très fort en motocross. Il roule en e-bike, il fait des sauts de slopestyle en e-bike. Et aujourd'hui, c'est un athlète qui a la passion de rouler, mais qui ne rentre pas pour l'instant dans une case. Et c'est pour ça qu'il rentre complètement dans le projet GNS, qui est un projet un peu fun, un peu délirant, un peu nouvelle génération. Et en fait, on l'accompagne pour le faire grandir. Et peut-être que cet athlète, il va devenir très fort en motocross. Mais c'est pas grave. On l'aura accompagné sur cette période-là. Tu vois, on en a un autre, Raphaël Jambi, un Français. Lui, il est très fort en enduro pour l'instant. Mais moi, je suis convaincu qu'il peut être très bon en descente. Et en fait, on va l'accompagner, lui faire toucher un peu à tout. Et c'est lui, en fait, après, qui va développer son potentiel. Donc, Giannis, c'est vraiment un projet crucial qui va s'appuyer sur les séries secondaires, comme je te disais, tu vois, les Coupes de France, les Coupes anglaises. Et en fait, il va développer son potentiel et il va permettre, en fait, de voir où il est vraiment le meilleur. Et on voulait faire ce programme, mais on voulait le faire avec la même rigueur et avec le même encadrement que Gravity. Donc en fait, chez Giannis, ils ont un manager, une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, un kiné, un entraîneur. Et en fait, c'est des gens qui vont les accompagner, mais surtout pas les limiter. C'est-à-dire que l'entraîneur, il va pas leur faire des plans d'entraînement pour des petits de 14 ans. Au contraire, il va leur dire attendez, roulez, faites ci, faites ça, pratiquez, faites des wheelings, faites des nose wheelings, mais ne vous embêtez pas à passer du temps à la salle. Tu vois, on est plus là pour les protéger d'un surentraînement ou d'une mauvaise influence que de les mettre dans un moule déjà de petites machines à gagner. Et, et c'est en plus pas un copier-coller de Gravity. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une équipe qui a de l'avenir. Et peut-être qu'on va garder, tu vois, on est en train de voir pour les athlètes, on les prend très jeunes, mais on va certainement les accompagner même en élite. Et tu vois, on a Isabella Yankova, une Bulgare qui était championne du monde junior, Christopher Grice, là, qui a fait un top 15 à, à Snowshoe. Et en fait, on va les accompagner certainement en élite parce qu'en fait, ils rentrent pas dans les cases et ça me plaît en fait d'accompagner des gens qui rentrent pas forcément dans une case. Chez Gravity, on n'est pas capable de le faire et chez GNS, en fait, on a la flexibilité et les moyens humains pour le faire. Donc voilà, GNS, c'est un peu ça, c'est un peu la suite et un projet différent de ce que tous les autres font. Tu vois, un junior team copier-coller, tu prends le maillot de l'équipe A, tu fais un maillot d'une autre couleur pour l'équipe B, tu mets des petits dedans et basta. Et sauf que les petits à la fin, ils performent pas, ben allez, au revoir, et il n'y a pas d'histoire, tu vois. Donc là, on voulait faire quelque chose de différent et c'est ça GNS. Ouais, pour autant, il y a les mêmes, un peu les mêmes outils, même s'ils ont peut-être pas accès au proto SP et au tout développement des suspensions Hollins, j'imagine. Ouais, en fait, on a de la transversalité, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les mêmes produits que Gravity, ça c'est sûr. Et il y a des transferts qui sont faits, il y a des ponts qui sont faits. Et GNS, ça me permet aussi de transmettre ma partie à moi, c'est-à-dire tout ce qui est background, en fait, tout ce qui est l'encadrement, le management, le savoir. C'est très compliqué en fait de partager avec des gens. Tu vois, moi j'échange avec quelques personnes de l'industrie. J'ai les gens qui m'ont fait confiance, les Ivaniel, les Altino, les Gilles Lapierre, euh, les Christian Taillefer. C'est des gens qui m'ont fait confiance. J'apprécie de partager avec eux quand je les vois. Mais après, c'est dur de tout transmettre, tu vois, parce que nous, la recette qu'on a, tu vois, là, on en parle, mais après, j'explique pas tous les petits détails, tout ce qui fait qu'on est différent des autres. Et ça, c'est très dur à transmettre. C'est dur de partager. Donc là, en fait, je m'entoure d'une équipe qui travaille sur GNS. Et en fait, je suis en train aussi de leur apprendre un peu les rouages du métier, mais de façon ultra honnête. C'est-à-dire que quand il y a des contraintes budgétaires, ils le savent. Quand il y a des stress avec gérer les parents, parce que très souvent, les problèmes des enfants, c'est les problèmes des parents.
Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment une chose à faire attention, hein. Vraiment, les parents, s'il y a des parents d'athlètes qui m'écoutent, vraiment, laissez vos enfants faire du vélo et se faire plaisir sur le vélo. Et ne les stressez pas avec le matériel, ne les stressez pas avec l'entraînement, ne les stressez pas avec les gens autour. Laissez-les profiter et faire du vélo avec leurs potes et se faire plaisir. Et quand ils vont passer junior élite, ils auront tout le temps d'être rigoureux et tout ça. Mais il n'y a pas de stress. Et voilà, ça c'était une aparté. Mais en tout cas, voilà, avec GNS, tu vois, on apprend à gérer les parents, on apprend à gérer tous ces stress-là, les stress avec les partenaires, et c'est vachement intéressant. Et tu vois, avec cette équipe-là, tu vois, il y a un entraîneur, Nico Archot, qui entraîne aussi Loïc, qui entraîne Sylvain André en BMX, qui entraîne plein d'athlètes clés dans le monde du VTT, et Renaud Smagnoto, qui est un ancien athlète de haut niveau, qui roulait en Coupe du Monde, Tim Basingthwaite, Alex Di Cristofano, tu vois, c'est des gens que je quitte, mais c'est des gens de l'ombre, personne ne les connaît. C'est un peu comme moi, tu vois, on n'est pas des gens, on n'est pas sur les podiums, on n'est pas sur les devants de la scène. Mais ces gens-là, tu vois, ben, je commence à partager avec eux et c'est génial parce que je me dis, là, moi j'ai 45 ans, je ne suis pas jeune, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus. Et c'est le moment de faire passer le savoir à d'autres. Mon savoir, ça ne veut pas dire que c'est le savoir, mais c'est mon savoir. Et comme ça, ils vont le prendre et en faire ce que eux ils veulent. Ils vont peut-être utiliser, tu vois, sur les 50 trucs sur lesquels je les saoule tous les jours, ils vont en garder peut-être 5. Et ces 5-là, ça va peut-être leur servir après à être de bons managers ou de très grands managers dans d'autres programmes ou pour d'autres marques ou peut-être prendre la suite de ces programmes-là, tu vois, des choses comme ça. Mais Giannis, voilà, c'est préparer la suite des athlètes et puis préparer la suite des gens derrière les athlètes pour faire en sorte qu'on ne crame pas et qu'on perde pas des talents en route. Tu vois. Excellent. Ouais, merci pour ça. Mhm. T'as d'autres, t'as d'autres engagements, enfin, il y a d'autres trucs sur lesquels tu bosses, dont j'aimerais que tu nous parles. Notamment, c'est un événement que tu organises à Courchevel, Oui, The Cycling Event, c'est bon. c'est ça, Et exactement. tu peux nous en parler un peu? Oui, Cycling Event, en fait, moi, quand j'étais au marketing et à la com pour Cubikes, j'ai vraiment souffert des salons. Les salons pour les gens de l'industrie, même pour tous les professionnels, quand je parle des gens dans le nucléaire, quand ils font un salon du nucléaire, c'est galère, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est stressant, tout ça. Et j'ai un ami, Julien David, qui est dans la production d'événements musicaux, qui est producteur, qui fait tourner par exemple Magic System et tout ça, qui a fait plein de trucs comme ça. Et c'est quelqu'un de mon village en fait. Et il me dit Courchevel, c'est bien. Et il voudrait un événement vélo. Alors je dis ben, moi Courchevel, j'en ai jamais entendu parler, donc c'est bizarre que tu me dises que ça soit bien parce que je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a du vélo. Et en plus, faire un salon ou un événement vélo, j'en ferai pas parce que j'en ai trop souffert toute ma vie. Il me dit, bah, viens rouler. Donc, hop, on va rouler. Il avait raison, c'est magnifique, c'est top. C'est encore, c'est encore la montagne comme on l'aime. Il y a des beaux singles, il y a des beaux paysages, c'est pas surroulé, c'est vraiment très agréable. Et donc là, il m'avait enlevé un point négatif. Et puis le deuxième point, je lui avais dit, salon, non, je ne veux pas faire. Et puis j'y réfléchissais, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de faire un projet d'événement, mais où c'est facile pour l'industrie de venir travailler. Donc, gérer tout ce qui est le back-office, gérer tous les hébergements, faire un lieu captif où les gens sont hébergés sur place, ils dorment avec les pratiquants et tout ça. Et en fait, petit à petit, on a tissé cet événement et il l'a proposé à Courchevel. Et Courchevel a fait le pari, nous a fait confiance. Et on a fait l'édition 1 en 22. Et là, en 23, on a eu l'édition 2, où en plus de l'événement, des tests qu'on fait, on fait beaucoup de tests encadrés, longue durée. Les gens ont le temps d'essayer les vélos, ont le temps de partager avec les gens des marques. Le soir, ils sont au même hôtel. Alors, si les gens des marques veulent s'isoler parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent. Pareil pour les testeurs. Mais s'ils ont envie, tu vois, de boire un coup, regarder une vidéo, Kylian Brown est venu diffuser, tu vois, ces magnifiques vidéos dans l'amphithéâtre de Courchevel. Donc après, il y a eu des questions-réponses, et puis après, les gens boivent un coup ensemble et tout ça. Mais tu vois, les gens peuvent partager, parler du vélo qu'ils ont testé, ils connaissent les gens des marques par leur prénom et tout ça. Donc on a fait ça a bien pris. Et là, cette année, en plus, on a rajouté des événements. Donc une
une Mastart que tu connais bien. Toi, tu connais bien la Mountain of Hell. Mmh. C'est la référence, c'est une des références. Et nous, on a fait une petite Mastart à 80 inscrits. On a fait à guichet fermé parce qu'on voulait faire ça bien avec beaucoup de signaleurs, avec des choses comme ça. Et on avait des grands noms, Kevin Mikel, Kylian Brown, Kylian Breyer, Finn Hiles, enfin tu vois, Loïc qui a roulé aussi, Gaëtan Vigé, Mélanie Chapaz, tu vois, on a eu un plateau de fous. Et tous les gens sont arrivés en moi et m'ont dit waouh, en fait, c'était trop bien. Et à côté de ça, il y avait un plateau de fous, mais il y avait un copain avec qui je fais du vélo électrique et son fils qui a 11 ans. Et les deux, ils sont arrivés pareil avec la banane. Ils m'ont dit waouh, c'est génial. Donc, tu vois, on a essayé de faire ça. Et là, pour 2024, on est en train de le dupliquer à Aubagne. Donc, normalement, en avril 2024, on se retrouve à Aubagne et on va avoir le massif du Garlaban, donc Marcel Pagnol, des chemins historiques et tout ça, en dominant Marseille, Aubagne, Cassis, enfin vraiment un joli coin pour rouler en VTT, en gravel. Et en plus, on a une dimension test route. Et le problème du test route, c'est qu'on est sur la route et qu'il y a d'autres utilisateurs. Et dans la mobilité urbaine, les villes idéales, elles ont toutes prévu les pistes cyclables. C'est ce qu'est en train de faire Aubagne, mais il n'y en a pas partout. Donc on est en train d'arriver avec un encadrement avec des motos ouvreuses, fermeuses et tout ça. Donc on veut essayer de faire ça bien aussi. Donc voilà, 23, on a fait Cycling Event, la deuxième édition de Cycling Event Courchevel. Et là, 24, on a une date en avril à Aubagne. Et on a la nouvelle date encore à Courchevel pour le week-end du 15 août. Donc pareil, on aura la Mastart, on aura les tests en VIP dans des superbes hôtels, mais à des prix raisonnables parce qu'on n'est que dans le vélo et qu'il ne faut pas qu'on s'enflamme non plus à faire des choses trop fous, des choses trop folles. Donc on essaye de faire quand même du bon rapport qualité-prix parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, bah, l'économie, elle est ce qu'il est. Les gens galèrent aussi. Tu vois, on se paye des beaux vélos à 10, 15, 20 000 euros. On est des passionnés, on est des fous. Hein. C'est des vélos qui sont ultra chers. Et on travaille beaucoup pour pouvoir se les payer. Donc c'est pour ça, il faut que les événements ils soient aussi en phase et pas trop délirants au niveau prix. Donc c'est pour ça, c'est la philosophie de Cycling Event, c'est de l'accueil premium avec des conditions pas trop folles et on se retrouve entre passionnés de vélo et on passe un bon moment. Très cool. Très, Mhm. très cool. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi là d'ici la fin de l'année, enfin voire même d'ici la reprise de la saison qui va réattaquer? On va avoir deux belles étapes en France de Coupe du Monde. C'est quoi là comment ça se déroule les prochains mois? Déjà, est-ce que vous allez fêter le titre de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde? Puisque ça n'a pas été fait apparemment à Mont-Sainte-Anne. Voilà, Mhm. c'est quoi la suite? La suite, avant, quand j'ai commencé, tu vois, là, avec Jack, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine de travail commun. Avant, on avait une vraie ce qu'on appelait une saison off. Donc, on arrivait à avoir un mois et demi de repos, aussi bien pour les athlètes que pour le staff. Aujourd'hui, on l'a plus, ce mois et demi de repos. Aujourd'hui, c'est du travail. Si on veut continuer à gagner, c'est du travail tous les jours. On arrive à couper quelques jours, 4-5 jours, mais pas plus. Donc là, moi, tu vois, depuis Mont-Sainte-Anne, je suis arrivé, je suis sur tous mes, collecter toutes les factures, collecter tous les frais de tout le monde, mettre en place les derniers petits ajustements de 24 parce que c'est déjà tout validé, et parler de 25, 26, 27 avec les partenaires majeurs. Et donc là, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Tous les mécanos, en fait, ils sont en train de planifier tout ce qu'ils veulent tester jusqu'à Noël. Donc, quel type de biellette, quel type de pneus. Tu vois, on a parlé des pneus. Bien entendu qu'aujourd'hui, je t'ai dit, le vélo, le pneu que tu achètes dans le commerce, Loïc qui roule avec. Mais on a 6 versions de pneus à tester, à valider, avec plein de choses différentes et 6 versions de chaque pneu, le pneu existant, mais avec 6 déclinaisons un peu farfelues différentes. Donc tu vois, les mécanos, chaque mécano sont en train de programmer ça. On veut tester ça, on veut faire ci, on veut faire ça. Au niveau de tout ce qui est la logistique, tu vois, on a le calendrier officiel UCI a été confirmé hier ou avant-hier. Donc on avait déjà posé des options, là on a confirmé et on est en train de valider tous les hébergements pour l'année prochaine. On est en train de déjà poser aussi les grands piliers de s'il faut faire de l'aérien, commencer à voir les disponibilités,
le type de transport aérien. Tu vois, il y a une nouvelle étape en Pologne l'année prochaine. Donc, moi, je vais certainement y aller parce que c'est un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, je vais y aller là dans quelques jours pour voir le site. Donc voilà, on n'a pas de véritable off-season. On est en train de tout reprogrammer. Si tout se passe bien, là, on retourne en Californie fin novembre pour tester aussi des choses au niveau châssis. On y retournera fin janvier, début février. Donc, tu vois, en fait, la saison, on est déjà sur la saison de l'année prochaine. En fait, on est déjà le compte à rebours, ça y est, claque. C'est Loïc, Hmm. il a levé le trophée, il a levé la Coupe du Monde. Et en fait, on avait déjà commencé à préparer la suite. Alors, bien entendu, les pilotes, il faut qu'ils coupent un peu. Tu vois, les pilotes, ils arrivent à couper 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Mais nous, on est déjà programmé avec toute l'équipe, programmer la suite. Donc, il n'y a pas de réelle coupure. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes. Tu vois, moi, j'ai 3 enfants, 3 garçons. On a pas mal de staff qui commencent à avoir des enfants aussi. Donc, il faut du temps en famille. Donc, bien entendu, pendant les fêtes, tout bon de coupe, on essaye de pas trop regarder les téléphones et les emails. Après, moi, je suis gérant de la société, donc c'est mon rôle de jamais couper et c'est mon rôle d'être disponible pour les gens, pour quoi que ce soit. Donc, il y a du temps en famille, mais il faut rester disponible pour tous les gens qui continuent à travailler, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant jusqu'à début mai, quoi. Ok. Ouais. Mhm. Intense. Très bien. Alors, d'ici, alors ouais, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te, ouais, où est-ce qu'on voit l'actu de toi, ce que tu fais, du team et tout ça? Moi, ce que je fais, en fait, ça se voit pas vraiment. Donc, c'est plutôt Hmm. mes athlètes. Donc, on peut suivre mes athlètes individuellement. Il y a des comptes Instagram pour Specialized Gravity, pour Generation Specialized, Specialized Enduro. Donc là, on a tout ça sur Instagram. Après, moi, je publie très peu sur LinkedIn, mais je suis présent. Et c'est un mode de contact que j'apprécie parce que c'est le seul qui me semble être de qualité. Euh, c'est euh, c'est un peu comme les chiens qui se reniflent les fesses. C'est quand même agréable de savoir à qui tu parles. Et puis, on est dans un domaine professionnel. Et il ne faut pas avoir honte, en fait, de contacter les gens pour le travail et pas avoir honte de montrer son pédigré. Donc, sur LinkedIn, je trouve que c'est assez transparent et c'est assez intéressant. C'est un bel outil pour bosser. Et après, j'ai pas trop de vie publique sur les réseaux sociaux. Ma force, c'est ma famille et ma famille, je les préserve. Donc voilà, j'ai pas de visibilité trop sur les réseaux. Ok, ok. Très bien. Dernière question. Est-ce qu'il y a... Donc tu nous as parlé de pas mal de monde. Je t'ai dit, on a entendu Gilles Lapierre, on a entendu euh, Jérôme Clemens. J'aimerais bien faire un épisode avec Jack. Est-ce qu'il y a des gens où tu te dis que ça pourrait être chouette de les entendre, justement parce qu'ils peuvent avoir des choses à dire qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre? Ouais, je pense que déjà, dans les podcasts que tu as fait, il y a plein de bonnes personnes que j'aime beaucoup et je suis très content d'avoir pu avoir leur feedback. Et même, tu vois, je les ai appelés. Il y en a certains que j'ai appelés après pour dire, ah, je suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel point. Donc, c'est super intéressant. Et les gens de mon équipe sont super. Donc, c'est vrai que si tu as envie de t'intéresser à Jack, je trouve ça super. Ouais. Après, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup dans l'industrie en ce moment, c'est David Zurcher qui a repris les commandes de BMC. Ouais. Et David, il a pour moi toutes les qualités des grands que j'apprécie, comme Yves Amiel, comme David et comme Gilles Lapierre, comme Max Commensal. Mais David, c'est un jusque-boutiste, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui aime voir grand, c'est quelqu'un qui s'entoure bien. Je suis pas en train de négocier un contrat avec BMC, donc ça va pas m'aider à signer mon contrat BMC, pas du tout. Mais par contre, je pense que c'est quelqu'un qui a une très très belle vision de l'industrie, de par son expérience chez SRAM, chez Specialized, aujourd'hui chez BMC. Et ils font des très beaux partenariats. Ils sont en train de sortir un projet là avec Red Bull Advanced Mhm. Performance. Ça mérite vraiment
1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures avec lui. Il a beaucoup de choses à dire à mon avis. Mais, je sais OK. pas, je sais que c'est un grand patron, ils n'ont pas beaucoup de temps, ces gens-là, mais, s'il arrive à te consacrer un peu de temps, je pense que c'est une bonne personne à écouter. OK, je prends. Écoute, j'ai pas peur, si on me dit que je peux avoir un créneau, d'1 heure et demie dans quelques mois, je prends donc Ça sera intéressant, ouais, ça sera OK. intéressant. Top. Et ben, écoute, merci beaucoup Laurent, merci pour ton temps, très enfin passionnant évidemment. On te souhaite plein de bonnes choses pour la fin de saison et puis évidemment on va rester, derrière notre écran pour suivre, la saison prochaine et on va suivre ça sur les réseaux et voilà et je mettrai les liens vers les comptes, vers les différents sites dans les notes de l'épisode. C'est génial. Merci beaucoup Antoine. Merci pour ce projet. Merci de me faire partager ça. C'est vrai que moi, je suis plutôt derrière et je suis plutôt dans l'ombre et, c'est agréable d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, c'est très agréable également et j'espère que vous qui nous écoutez, ben, ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous l'indiquer, à Laurent, à moi, via un petit message, sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Insta ou voire même avec un avis sur votre, plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup Laurent, je te dis à très bientôt et puis on suit ça de près. Merci Antoine, à bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, vous avez le pouvoir de m'aider à développer En roue libre. Pour ça, c'est très simple et ça vous prend 1 minute. Laissez-moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami. Ça m'aide à être plus visible, ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs, mais surtout, le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo. Et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.